Donc, résumons ce qu'on a déjà vu dans ce chapitre. Des objets peuvent être en interaction les uns avec les autres, et c'est ça, c'est ce qui peut expliquer qu'ils soient en mouvement ou au contraire immobiles dans un référentiel. Alors, les interactions, on a vu qu'il y en avait deux grandes familles, des interactions de contact et des interactions à distance. Par exemple, prenons cette situation-là, où un homme pousse une voiture, on arrive à comprendre que cet homme est en train d'exercer une action sur la voiture, mais il ne faut pas négliger que cette voiture, elle est également soumise à l'attraction de la Terre. Si on la soulevait un petit peu, cette voiture, et qu'on lâchait, cette voiture retomberait au sol. C'est qu'elle est bien attirée par la Terre. Et puis d'un autre côté, elle ne s'écroule pas, hein, elle ne va pas au fin fond de la Terre, c'est qu'il y a bien quelque chose qui la retient, et ce qui la retient, c'est le sol. Ça, on peut le représenter avec un diagramme objet-interaction. Donc c'est ce qu'on avait vu dans la première activité qu'on avait faite. On va placer l'objet qu'on étudie, ici l'automobile. Elle est en interaction avec la Terre, qui exerce une force de gravitation, le sol qui la retient et la personne qui la pousse. On avait dit qu'on traçait des flèches pleines pour des actions de contact et des flèches en pointillés pour des actions à distance. Ces actions, on a dit qu'on pouvait même donner plus de détails, puisque ces actions, en fait, elles ont une certaine valeur, elles ont une direction, elles ont un sens, ce qui fait qu'on va les modéliser, les représenter avec une force. Donc, la force, tout simplement, si c'est une force de contact, eh bien la force, elle débutera au point de contact. Donc, regardez ici dans cette situation-là, un pied qui tape sur le ballon, bien, c'est bien une force de contact, donc la force commence au point de contact et elle a le sens et la direction d'où de l'action. Et elle a une certaine valeur. Et puis on sait que ce ballon, alors en admettant ici dans cette situation, le sol est ici en bas en gris, donc le ballon n'est pas posé sur le sol. Donc le ballon ici, il est également soumis à quoi? Il est également soumis à la Terre qui l'attire vers le bas. D'ailleurs, quand le ballon ne sera plus en contact avec le pied, la balle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va finir par retomber au sol de par cette force-là exercée par la Terre sur le ballon. Ensuite, avec cette vidéo, vous avez également vu que les forces étaient réciproques. Si j'exerce avec mon pied une force sur le ballon, en réalité, le ballon exerce également une force sur le pied, ce qu'on va parler d'action réciproque ou de force réciproque. Donc elles auront la même norme, mais un sens différent. Ensuite, vous avez cherché l'activité documentaire, page 170, sur la gravitation. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qu'a découvert Newton avec cette animation qui nous montre un canon qui va justement lancer une boule à une certaine vitesse. Ici, la vitesse est de 2000 mètres par seconde. On va l'envoyer. Et qu'est-ce qu'on constate? Ce canon, évidemment, il est soumis à l'attraction de la Terre, donc ce canon va tomber sur la Terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer à une vitesse supérieure, 3000 mètres. À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer? Testons. Quand on l'envoie avec une vitesse plus élevée, eh bien le canon, la boule va tomber un peu plus loin. Je continue, je l'envoie à 4000 mètres par seconde. Ah oui, il arrive très loin. Mais que va-t-il se passer quand je l'envoie à une vitesse de 5000 mètres par seconde? Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on l'a envoyé avec une vitesse suffisamment grande pour que le canon ne tombe pas sur la Terre, mais à côté de la Terre. Mais étant donné qu'il est soumis à cette force de gravitation, que fait-il? Eh bien, il tourne autour de la Terre. Donc, Newton a réussi à faire un lien entre les objets qui tombent sur le sol et la Lune qui tourne autour de la Terre. Et il en est venu à la conclusion que la Lune, en réalité, ne tourne pas autour de la Terre, mais d'une certaine façon, elle tombe sur la Terre. Mais elle a une vitesse tellement importante qu'elle ne tombe pas directement sur la Terre, mais à côté, elle va continuer de tourner et de tourner. Donc cette force-là, c'est la force de gravitation. Et Newton a montré que cette force de gravitation va s'exprimer entre deux corps. Ici, un corps A qui a une masse ma, ici un corps B de masse
mb. Et cette force, elle va s'exercer, donc on a toujours le principe des actions réciproques, hein, c'est-à-dire qu'elles ont la même direction mais sans s'opposer. Ici, c'est la force qu'exerce A sur B, et ici, F de B sur A. Et l'expression de la force, elle s'écrit G fois la masse de A fois la masse de B divisé par la distance qui les sépare. Donc on va prendre le centre de gravitation de chacun des objets par la distance qui les sépare au carré. Mais d'après la petite animation qu'on a vue là, en réalité, cette force de gravitation, quand la vitesse est faible, qu'est-ce qu'on constate? Si je remets ici à une vitesse de 1500 par exemple, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le canon envoie la balle et que la balle tombe sur la Terre. Donc ici, ça veut bien dire que la balle est attirée par la Terre. Et en général, nous, cette force, on va la représenter comment? Lorsqu'un objet est attiré au niveau du sol, si ici je mets le sol, j'ai un objet qui est attiré vers le sol, on dira que cet objet, il est soumis à quoi? Au poids. Donc l'expression du poids, vous l'avez vu au collège. Donc le poids, c'est une force qui s'exerce au centre du corps et qui est dirigée vers la Terre. Et son expression est P égale à mg, mais faites attention, ici c'est un G minuscule. Le G minuscule n'est pas la même chose que le G majuscule. Ici, G minuscule représente l'intensité de pesanteur. Donc, intensité de pesanteur, alors que le grand G, c'était la constante de gravitation. Alors, la différence entre les deux, c'est que cette constante de gravitation, elle a une seule valeur, qui n'est pas à connaître par cœur, qui est toujours donnée, elle a une valeur. Mais l'intensité de pesanteur, vous verrez qu'il sera toujours indiqué, c'est l'intensité de pesanteur de quel corps, de quelle planète. Donc ici, l'intensité de pesanteur sur la Terre, par exemple, est à peu près de 9,8 newtons par kilogramme. L'intensité de pesanteur sur la Lune a une autre valeur, sur Mercure, du Soleil, etc., ont à chaque fois une valeur différente. Ce qui fait que la masse d'un corps, si je considère une personne qui a une masse de 50 kg, on peut déterminer son poids en utilisant la formule P égale à m fois G, et cela nous permet de déterminer son poids, mais étant donné qu'on a utilisé ici la valeur de G sur la Terre, là on peut dire que à cette masse-là correspond un poids de 490 kg sur Terre. Étant donné que G sur la Lune a une autre valeur, si on prenait le G sur la Lune, il est 6 fois plus petit que le G de la Terre, il vaut à peu près 1,6 newton par kilogramme. On pourrait calculer le poids de cette même personne sur la Lune. Le poids sur la Lune, c'est 50, la masse, elle, ne change pas, multiplié par 1,6, et on trouve un poids de 80 newtons sur la Terre. Ah, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le poids sur la Lune, pour une personne qui aurait une masse de 50 kg, est 6 fois plus faible que le poids sur la Terre pour une personne qui aurait la même masse. C'est ce qui explique que lorsque les astronautes ont posé leurs pieds sur Terre et qu'ils ont marché sur la Lune et qu'ils ont marché sur la Lune, ils étaient capables de faire des très grands bonds parce que l'attraction de la Lune est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Maintenant, dernier petit point. Comment est-ce qu'en fin de compte, d'où vient cette valeur de G sur la Terre qui vaut 9,8 et G sur la Lune qui vaut 1,6? Si je reprends ma formule générale de force de gravitation, qui est donnée ici, je vois que cette expression dépend de quoi? Elle dépend pour deux corps. Alors, admettons, ici, je reprends ici mes deux corps. Là, c'est ma planète et là, c'est mon objet qui a une masse. Alors, je ne vais pas l'appeler MB, je vais l'appeler directement M. Je retire M. Qu'est-ce que je vois? Je vois que la force exercée par cette planète sur cet objet de masse M, c'est égal à G fois la masse de ma planète, divisé par la masse de mon objet, divisé par la distance qui les sépare au carré. Ce qui fait que si mon objet se retrouve exactement à la surface d'une planète, je prends mon objet ici, qui est là et qui est exactement posé sur le sol,
Alors cette expression, comment elle va se noter? Elle va se noter G fois la masse, si ici le sol c'est un sol terrestre, la masse de la Terre, multiplié par la masse de mon objet, divisé par la distance qui les sépare. Ah, mais mon objet est directement posé sur la Terre. Est-ce que je peux mettre 0? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le centre de la Terre. Donc, du sol au centre de la Terre, ça nous ramène au rayon de la Terre. Là, on aura la Terre. Ici, c'est le rayon de la Terre, donc le rayon de la Terre au carré. Bien. Ici, est-ce qu'on connaît la masse de la Terre? Oui. Est-ce qu'on connaît le rayon de la Terre? Oui. Est-ce qu'on connaît G? Oui. Donc on peut calculer toute cette constante-là pour un objet qui est soumis à la Terre, qui est au niveau du sol de la Terre. Et pour la Terre, quand on remplace avec les valeurs pour la Terre, on trouvera quelle valeur? On trouvera justement ce 9,8. 9,8 newton par kilogramme. Donc résumons, hein. Quand on a des corps qui sont à des distances très grandes et qui ne sont pas directement à la surface d'une planète, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir ce cas de figure-là, un corps et un deuxième corps, on sait que la force soumise de l'un sur l'autre sera la force de gravitation, F de A sur B, égale à G, MA, fois MB, divisé par la distance de A à B au carré. Maintenant, quand notre objet est placé directement à la surface avec une masse m, cette expression, on va prendre directement, on a vu que la force de gravité, en fait, on va pouvoir dire, comme on l'a démontré là, que cette force de gravité, on pourra calculer toute cette constante-là et remplacer par un petit g, ce qui fait qu'on a simplifié quand on est dans ce cas de figure. On ne parle plus de force de gravitation, mais on parlera directement du poids. Donc P, on dira que c'est m fois le g de la planète. Ça, c'est une force. Pour le moment, on s'est intéressé à une force caractéristique, donc la force de gravitation, et le cas particulier où on est à la surface d'une planète, et dans ce cas-là, la force de gravitation correspond au poids. Il existerait d'autres forces particulières. La force exercée par un support, donc on l'a vu, hein, si j'ai un objet qui est posé sur le sol, évidemment cet objet il est soumis au poids, sera une force dirigée vers le bas, mais cet objet est aussi soumis à la force du sol sur cet objet. Donc le sol, c'est une force qui au contraire est dirigée vers le haut. Cette force du sol, on l'appelle également force réaction du sol ou réaction du support. Un autre exemple de force qu'on peut retrouver, c'est une force exercée par un fil. Alors, par exemple, ici, j'ai un pendule, c'est-à-dire une ficelle au bout de laquelle est accrochée une balle. Cette petite balle, elle est bien retenue par cette ficelle. Ça veut bien dire que le fil exerce une force sur mon objet. Cette force, elle est dirigée vers le fil. Cette force-là, qui est aussi classique, qu'on peut retrouver dans plusieurs cas de figure, on la notera, on l'appellera force de tension du fil.